Merci beaucoup. Merci pour la Vous présentation. avez 30 Merci. minutes, professeur, pour la... Très bien. Donc, je cherchais le chronomètre. Et donc, merci beaucoup. Merci à l'AMG 11, merci aux organisateurs et à AstraZeneca. Merci d'être présent pour parler aujourd'hui de la place des glyphosines dans la maladie rénale chronique. Vous avez vu que dès la première diapositive, on est en train de parler de maladie rénale chronique et non pas de maladie rénale diabétique. Et donc, c'est après l'introduction faite, pour laquelle je vous remercie, j'ai cette possibilité de montrer qu'on a avancé dans l'utilisation de ces molécules et qu'on n'est pas forcément devant des diabétiques quand on l'utilise. C'était mon premier message dès la première diapositive. Et je vais essayer de passer d'autres messages en vous rappelant d'abord le fardeau de la maladie rénale chronique, les complications cardiovasculaires associées à cette maladie, la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique et la place des glyphosines. Je commencerai par quelque chose dont vous êtes certainement conscient, mais quand on le rappelle avec des chiffres, c'est toujours très important. On sait que la maladie rénale chronique est un fardeau mondial, et ce qui le prouve, c'est qu'elle affecte plus de 850 millions de personnes à travers le monde quand on parle de maladie rénale, quel que soit son type, c'est-à-dire microalbuminurie, protéinurie, insuffisance rénale, polykystose, etc. Quand on associe tout cela, ça fait quand même 850 millions de personnes dans le monde, et seulement 10% d'entre eux sont diagnostiqués à un stade relativement modéré, c'est-à-dire au stade 3. Ça veut dire que 90% des patients sont diagnostiqués après le stade 4 ou même au stade 5, qui est le stade terminal. Et c'est un message très important. Le diagnostic, le dépistage précoce se fait par tout le monde, par tous les praticiens et particulièrement par les omnipraticiens. Et donc là, on a tous un effort important à faire. Le problème, c'est qu'on est devant une maladie silencieuse. Et devant une maladie silencieuse, le patient ne se présente pas. Et quand il se présente pour autre chose qu'un symptôme qualifié, entre guillemets, de symptôme rénal. Il se présente pour une fatigue, pour une insomnie, pour une anorexie, pour autre chose. Et très souvent, il y a une errance diagnostique. Et alors que les moyens de diagnostiquer sont très simples, nous allons y revenir. 60% des patients atteints de maladie rénale chronique sont diabétiques ou hypertendus. C'est mon deuxième message. Et au Maroc aussi, on a retrouvé les mêmes données avec une étude, donc l'étude Maremar, pour maladie rénale au Maroc, qui a retrouvé des taux très élevés de prévalence de diabète parmi les patients ayant une atteinte rénale. Et donc là aussi, au Maroc, diabète plus hypertension artérielle, c'est 62% des causes de maladie rénale chronique. Finalement, quand on a un diabétique ou un hypertendu devant nous, il faut qu'on y pense, vu cette prévalence importante. Et on a, devant ce fardeau, une partie visible de l'iceberg, c'est celle des dialysés. Au Maroc, malheureusement, dans le traitement de suppléance de la maladie rénale chronique, qui doit comprendre l'hémodialyse, la dialyse péritoniale, la transplantation rénale, qui est le traitement idéal, ou même parfois des traitements conservateurs, on a malheureusement, encore une fois, la dialyse, l'hémodialyse qui est au premier plan. Et on a 455 centres d'hémodialyse actuellement au Maroc, et ça continue à progresser parce que c'est une maladie qui progresse. Vous voyez ici la carte du Maroc avec la répartition sur tout le territoire national des centres de dialyse. Les centres de dialyse vont concerner uniquement ceux qui sont au stade terminal. Et vous voyez, ça passe, oui, j'ai du mal à maîtriser, bon. Et donc, c'est uniquement la partie, le sommet de cette pyramide ou la partie visible de l'iceberg. Merci. Donc, vers les complications cardiovasculaires, et donc, vous voyez ici qu'un diagnostic et une intervention précoce vont nous permettre de ralentir la progression de la maladie, mais améliorer aussi d'autres résultats du patient. Vous voyez sur cette courbe, sur ce schéma, que nous avons des patients qui, selon le moment du diagnostic, peuvent évoluer plus ou moins lentement vers le stade terminal de la maladie rénale. Vous voyez dans l'axe des ordonnées un 10 qui correspond à 10 ml par minute. C'est environ à ce niveau-là qu'on décide de mettre les patients en dialyse. La moyenne mondiale actuellement est de 8 ml par minute de clairance de créatinine. Et vous voyez donc que si on diagnostique précocement et qu'on intervient précocement, on va retarder dans l'axe des abscisses de quelques années l'arrivée à ce stade terminal. On peut même, si on intervient très précocement, essayer
faire infléchir cette courbe et avoir une évolution qui ne se fait pas vers le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les patients atteints de maladie rénale chronique, le problème, c'est qu'ils meurent avant même d'avoir atteint l'insuffisance rénale chronique terminale. Je vais vous le montrer à travers des figures ici qui montrent des données claires. Le début de traitement de suppléance ici de la maladie rénale, selon qu'on est en rouge, c'est-à-dire qu'on a découvert la maladie rénale entre 45 et 60 ml par minute, ou ici en bleu, j'aurais peut-être inversé, ça aurait été mieux, en bleu, ceux qui sont à moins de 45 ml par minute. Et vous voyez que pour 100 années patients, si on est diagnostiqué plus tardivement, on arrive plus souvent vers le stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Vous voyez les chiffres, comparez-les avec ceux qui sont à côté, ceux de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité non cardiovasculaire. Et vous voyez que les chiffres de mortalité sont supérieurs aux chiffres d'arrivée au stade d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, deuxième réflexe, après celui dont j'ai parlé au début, c'est quand on a un insuffisant rénal devant nous, oui, il faut craindre l'arrivée au stade terminal, mais attention, il faut craindre la mortalité cardiovasculaire et non cardiovasculaire. Ils ont beaucoup plus de risques de mourir avant d'arriver à ce stade-là. Et parmi les personnes diagnostiquées au stade précoce de la maladie rénale chronique, le pourcentage de patients sensibilisés sur leur maladie est faible. Ici, vous voyez des chiffres dans la partie gauche du schéma, donc la prévalence de la maladie rénale chronique. Et vous voyez que, bien sûr, on a plus de malades au stade précoce. Mais quand on voit le pourcentage de patients sensibilisés, vous voyez que ces stades précoces sont ceux qui sont le moins concernés par la sensibilisation. Et le stade terminal qui est ici à 0,1% est retrouvé à 86% dans la sensibilisation. On sensibilise ceux qui sont déjà au stade terminal, mais ce n'est pas une prouesse. Si quelqu'un à qui on annonce qu'il va aller en dialyse, on arrive à ce moment-là à le sensibiliser, c'est, je dirais, quasi trop tard, bien qu'il y a toujours des messages à passer, particulièrement concernant la transplantation. L'apparition tardive des symptômes de maladie rénale chronique s'accompagne d'une forte prévalence de la maladie rénale chronique non diagnostiquée. Le camembert d'en haut nous montre toute maladie rénale chronique stade 1 à 5, et vous voyez que quand on prend tous les patients ayant une maladie rénale chronique, seul ici un faible pourcentage, 12%, est diagnostiqué, et ça c'est fait sur une cohorte de patients diabétiques de type 2 qui comprenait plus de 5000 patients. Vous voyez, même chez une population à haut risque, nous diagnostiquons seulement 12% des maladies rénales chroniques. Mais quand on les répartit par stade de la maladie, vous voyez en bas, stade 1, 2, 3, 4 et 5, vous voyez qu'au stade précoce, on ne diagnostique quasiment pas la maladie rénale chronique à un stade précoce. Donc il y a des pistes d'amélioration dans le dépistage de la maladie rénale chronique qui doit cibler ces populations à haut risque, je rappelle, les diabétiques et les hypertendus, et d'autres catégories. Donc comment faire pour les diagnostiquer? On va bien sûr mesurer le débit de filtration glomérulaire, l'estimer, donc en appliquant des formules, Cockcroft, c'est délaissé maintenant, la formule MDRD et CKD-EPI qui existent sur nos smartphones sont les plus utilisées actuellement. Mais cela ne suffit pas. Très souvent, au stade précoce, le résultat du débit de filtration glomérulaire est normal, et même, voire parfois, meilleur que la normale, parce qu'il y a une hyperfiltration au stade précoce de la maladie rénale chronique. Et finalement, si on s'arrête à ça, en disant « vous n'avez pas de maladie rénale chronique parce que votre débit de filtration glomérulaire est parfait », on passe un mauvais message. Il faut associer la mesure de l'albuminurie dans les urines, et pour cela, donc, on a besoin de recherche systématique, alors que le patient est asymptomatique, mais qu'il est à haut risque. Et finalement, nous allons classer nos patients, non seulement comme on a l'habitude de le faire, en grade 1, grade 2, 3, 4 et 5, selon le débit de filtration glomérulaire que vous voyez ici, mais aussi en grade A1, A2, A3, selon l'excrétion urinaire d'albumine. Et aujourd'hui, on la mesure par un rapport albumine sur créatinine. Donc ACR, c'est albumine sur créatinine ratio. Et donc ce rapport, il est inférieur à 30, c'est A1, entre 30 et 300, c'est A2, et supérieur à 300, c'est A3. Avant, on disait dans les urines de 24 heures, et quand on exprime par milligramme par gramme dans le rapport albumine sur créatinine, ce sont les mêmes seuils. Donc on n'a pas changé nos habitudes, on a juste changé l'unité, et on a changé la façon de recueillir les urines. Au lieu de recueillir des urines de 24 heures
avec tous les doutes que ça engendre, parce qu'on ne sait pas si le patient a tout recueilli, etc. Ici, on va faire sur un échantillon des urines du matin, albumine sur créatinine urinaire, et on va avoir le résultat très rapidement, et on pourra ainsi classer nos patients comme ça. Donc, dans la classification actuelle de la maladie rénale chronique, on doit donner 3 informations. L'étiologie, c'est la première information. Donc, par exemple, maladie rénale diabétique, grade de 3A, par exemple, et A2. Donc, c'est comme ça qu'on doit l'exprimer. Donc, quand on communique entre nous, praticiens, donc, quels que soient nos modes d'exercice, on va dire, j'ai eu un patient ayant une maladie rénale diabétique, grade 3A, A2. Et comme ça, on aura parlé le même langage. Et en faisant le croisement, 3A, A2, je me retrouve dans une zone orange. Et donc, cette zone orange a des implications. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on va voir des implications sur la prise en charge des patients atteints de maladies rénales chroniques avec un traitement qui doit être efficace et qui doit prendre en considération plusieurs aspects, des approches directes et indirectes. L'approche indirecte, c'est de cibler les facteurs de risque, l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle, l'hypovolémie, etc. Donc, en corrigeant tout ce qui altère indirectement le rein, on a des chances d'améliorer les choses, mais on a aussi une approche directe. Cette approche vise à ralentir le déclin du débit de filtration glomérulaire estimé, ici, et à réduire l'albuminurie. Vous voyez que nous parlons maintenant systématiquement de 2 cibles. On ne peut pas raisonner sans 2 cibles clairement identifiées. Le ralentissement du déclin du débit de filtration glomérulaire estimé. Pourquoi je le redis? Parce que notre cible, c'est ralentir le déclin. Ce n'est pas de rétablir une fonction rénale avec un débit de filtration glomérulaire normal. Et ça, on doit l'expliquer au patient d'emblée. Quand il vient alors qu'il a un débit de filtration glomérulaire à 43 ml par minute, on va lui dire, si votre rythme de perte est de 4 ml par minute annuellement, on va essayer de l'améliorer. Si vous perdez 2 ml par minute l'année prochaine, ça sera meilleur que les 4 habituels, et donc on aura gagné. Alors que si on ne lui dit pas ce message-là, il aura l'impression que malgré votre suivi, il a continué à se dégrader. Donc, ralentir le déclin du débit de filtration glomérulaire et réduire l'albuminurie, ce sont nos 2 objectifs. Et pour cela, les lignes directrices, les guidelines, nous disent qu'il faut d'abord tout ce qui est en vert ici, une alimentation saine, une activité physique bien organisée, satisfaisante, suffisante, arrêter l'utilisation des produits, du tabac, etc., gestion du poids. Donc l'hygiène de vie et le mode de vie, c'est quelque chose d'important. Puis en deuxième ligne, il y a plusieurs médicaments à introduire. Nous avons classiquement l'habitude d'utiliser le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone par les IEC ou les ARA2, selon les spécificités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, il y a dans les recommandations actuelles, que ce soit les recommandations de médecine générale, de néphrologie, de cardiologie ou de diabétologie, endocrinologie, toutes s'accordent maintenant à ce que les inhibiteurs de SGLT2 fassent partie du traitement médicamenteux de première intention pour la plupart des patients. Et donc, on va voir comment l'utiliser. Vous voyez ici que j'ai mis exprès les différentes recommandations. Ici, les néphrologiques. Je suis néphrologue, donc je les mets au centre. Et donc, vous voyez que tous les patients atteints de maladies rénales chroniques à tous les niveaux de rapport albumine sur créatinine doivent bénéficier d'un traitement par les inhibiteurs de SGLT2 s'ils ont une insuffisance cardiaque. Ça, c'est systématique. S'ils ont un débit de filtration glomérulaire supérieur à 200, à 20, avec un rapport albumine sur créatinine supérieur à 200. Et c'est une recommandation grade 1A. Donc, c'est pas suggéré, on est obligé de traiter, si on veut traiter correctement, de cette manière-là, en donnant des inhibiteurs de SGLT2 associés au blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone et aux modifications de mode de vie et à d'autres médicaments que nous allons voir. Nous devons aussi utiliser les inhibiteurs de SGLT2 quand on est devant un débit de filtration glomérulaire entre 20 et 45 avec un rapport albumine sur créatinine, même s'il est inférieur à 200. Vous voyez que donc finalement, et on est en train de parler ici de maladie rénale chronique. Vous voyez, MRC. On n'est plus en train de parler de maladie rénale diabétique. Donc ce qui est valable pour le diabétique est valable maintenant pour le non-diabétique aussi. Et donc, quelle que soit l'étiologie, en dehors de quelques exceptions de maladies immunologiques. Donc, maladie rénale chronique, une fois identifiée, c'est un message important au cours de cette présentation. Ce n'est pas forcément chez le diabétique, c'est de la néphroprotection chez tout le monde. D'autant plus que ces inhibiteurs de SGLT2, ce sont des antidiabétiques oraux.
agissant sur le tube contourné proximal. Et c'est comme ça qu'ils agissent en agissant sur un transport glucose-sodium. Mais en fait, quand on commence à développer une insuffisance rénale, ils perdent leur effet antidiabétique. Ils ne sont plus efficaces, ils perdent de leur efficacité dès qu'on baisse à moins de 45 ml par minute. Et ils ne sont plus du tout efficaces quand on est à 30 ml par minute de clairance de la créatinine. Donc, quand on les prescrit en milieu néphrologique, vous voyez ici jusqu'à 20 ml par minute, c'est parce qu'on sait qu'ils ont un effet au-delà de l'effet antidiabétique. Et chez ces patients-là, on les prescrit comme néphroprotecteurs et non pas comme antidiabétiques. Donc, dans les stades précoces de la maladie rénale diabétique, pour que le message soit clair, on les utilise à double objectif, antidiabétique et néphro- et cardioprotecteurs. À moins de 45, c'est plus des néphro- et cardioprotecteurs. Cela veut dire aussi qu'au stade précoce, on doit faire attention aux autres médicaments. Si le patient est sous sulfamide, donc hypoglycémiant, et que vous allez ajouter un inhibiteur de SGLT2 à visée cardioprotectrice et néphroprotectrice, il faut faire peut-être attention à modifier son traitement antidiabétique. Par contre, quand il est à moins de 45 et a fortiori quand il est proche de 30 ou moins de 30, quand on le donne, c'est indépendamment du traitement antidiabétique et on ne craint rien sur le plan traitement antidiabétique. C'est un message important. Au Maroc, pour l'instant, il y a eu des modifications de l'AMM signalées pendant l'introduction et l'AMM actuel au Maroc dit qu'on va continuer à le prescrire, à l'initier jusqu'à 25 ml par minute. On va voir que dans les recommandations internationales et dans la littérature scientifique, c'est déjà dépassé. Mais dans nos AMM actuels, on initie le traitement jusqu'à 25 ml par minute. Cela veut dire, vous voyez que le terme initié est utilisé. Cela veut dire que si quelqu'un était déjà sous glyphlosine, sous inhibiteur de SGLT2, et qu'il avait commencé par exemple à 30 ml par minute, et qu'il vient vous revoir alors qu'il a baissé et qu'il est sous le seuil des 25, on n'arrête pas. Cette recommandation concerne l'initiation. Mais si quelqu'un est déjà sous inhibiteur de SGLT2, on continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit en traitement de suppléance rénale, donc par la dialyse ou qu'il soit transplanté. Et là encore, on va avoir des preuves tout à l'heure. Donc, j'insiste, j'ai remis cette diapositive juste pour insister sur le degré d'importance des recommandations. Ce sont ici des recommandations 1A et pour la dernière 2B, mais les inhibiteurs de SGLT2 ont toute leur place. Et le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone, est-ce qu'il est suffisant? Vous voyez que ma question ne remet pas en cause la place du blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Il faut continuer à l'utiliser. Il est néphroprotecteur. Il faut donner le blocage du système rénine-angiotensine à pleine dose, parce que la néphroprotection n'est possible qu'à pleine dose de ces médicaments-là. Donc la dose maximale tolérée. Mais ça ne suffit pas. C'était suffisant quand il n'y avait pas les inhibiteurs de SGLT2. Maintenant, avec les inhibiteurs de SGLT2, il faut les associer. Et donc, parce que avec le blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone, il y a une baisse. Vous voyez, par rapport au placebo c'est mieux. Le losartan ici, par rapport au placebo, c'est indéniable, c'est mieux. Mais il y a un risque résiduel qui persiste et qui est important et sur lequel on devrait agir. Et les inhibiteurs de SGLT2 sont là pour réduire ce risque résiduel. Et donc, je vais passer. Maintenant, il y a eu une grande étude qui a permis de réduire le seuil, c'est Dapasikedi. Et il y a une autre pour l'autre molécule, l'empagliflozine, qui s'appelle Empakidney. Donc, Dapasikedi a fait une révolution dans la prise en charge de la maladie rénale chronique et elle a concerné des patients qui ont un débit de filtration glomérulaire entre 25 et 75. C'est pour ça que l'AMM marocaine nous dit jusqu'à 25 on peut initier parce qu'elle se base sur cette étude-là avec un rapport albumique sur créatinine supérieur à 200 qui peut aller jusqu'à 5000 et une pression artérielle moyenne de 137 sur 78. Remarquez, la dernière ligne en bas, que 97% des patients qui ont été mis sous inhibiteur de SGLT2 dans cette étude avaient déjà un traitement à dose maximale tolérée par un blocage par IEC ou ARA2. Donc vous voyez que dans la vraie vie et dans les études, on insiste sur
continuer, ce n'est pas un médicament de remplacement, il faut continuer le blocage et associer ces médicaments-là. Et après, on va avoir des critères de jugement, notamment des critères très solides qui sont l'arrivée au stade terminal, le doublement de la créatinine ou encore la mortalité cardiovasculaire ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les caractéristiques de base des patients dans cette étude-là, qui ont reçu soit la dapagliflozin 10 mg, soit un placebo, étaient parfaitement comparables. Ce sont les mêmes patients, même âge, même composition en termes d'étiologie, etc. Et vous voyez ici l'incidence cumulée du critère d'évaluation composite, c'est-à-dire le déclin de la fonction rénale jusqu'à l'arrivée au stade d'insuffisance rénale chronique terminale ou le décès de cause cardiovasculaire. Ici, vous voyez une grande différence. Ce qui sort de ce graphique, c'est que la différence commence très tôt. Déjà au bout de quelques mois, de 4 à 8 mois, on commence à avoir une différence et la différence s'accentue au fil des années. Ici, au bout de 2 ans et demi de traitement, vous voyez qu'il y a une réduction significative, une réduction du risque relatif d'avoir un événement majeur de 39%, une réduction du risque absolu de 5%, c'est-à-dire que pour éviter un événement majeur qui est la mortalité ou l'arrivée en dialyse, il faut traiter 19 patients pendant 2 ans et demi et on a déjà sauvé un patient. Et on sait donc qu'en les traitant de façon plus prolongée, on en sauvera d'autres. Et donc, c'est très important. Le résultat est cohérent selon qu'on est diabétique de type 2 ou pas. Vous voyez que quand on évalue, dans cette figure, tout est du côté gauche. Rien ne croise la ligne d'identité, c'est-à-dire que le résultat est significatif en faveur de la dapagliflozin, que le patient soit diabétique ou pas, qu'il ait une microalbuminurie ou une protéinurie importante ou pas, qu'il ait un DFG, débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 ou supérieur à 45. Le bénéfice, ça répond à la question d'introduction de tout à l'heure, il ne faut pas craindre son utilisation. Le bénéfice est persistant, on le retrouve chez tous les patients ayant une maladie rénale chronique, diabétique ou non diabétique, insuffisants rénaux, avancés ou pas. Et donc, maintenant, il y a aussi des résultats secondaires, comme ici, sur un facteur composite relatif à l'atteinte rénale uniquement. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un critère composite incluant la mortalité. Si on zoomait sur la fonction rénale, vous voyez qu'il y a une réduction du risque relatif de 44%, c'est majeur. Et mortalité cardiovasculaire et hospitalisation, réduction du risque relatif de 29%. Ici, la mortalité, toute cause confondue, réduction du risque relatif de 31%. Jamais dans l'histoire du traitement de patients atteints de maladies rénales, on a eu de molécules capables de réduire les risques de façon aussi importante. Et cela, donc, on va le retrouver à travers les études. Quand on se concentre sur la partie visible de l'iceberg dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les dialysés, ici, vous voyez, le recours à la dialyse ou à la transplantation, on en a besoin, il y a une réduction du risque relatif de 34%, c'est-à-dire qu'on baisse le besoin dans 1 cas sur 3. Et autre élément qui peut être intéressant, c'est retarder la dialyse. Vous voyez, quelqu'un qui ici avait une courbe en rouge, c'est-à-dire, et c'est un réflexe que nous devons avoir quand nous suivons quelqu'un diabétique ou ayant une maladie rénale chronique et qu'on a son débit de filtration glomérulaire, on doit avoir une courbe, au moins un tableau, pour dire quel est son rythme de perte de fonction rénale annuelle. Dans cette étude-là, c'est concordant avec ce qu'on retrouve dans la littérature, la perte est de 3,59 ml par minute, vous le voyez en rouge en bas. Quand ces patients-là ont été mis sous dapagliflozin, le rythme de perte était de moins 1,67. J'insiste, c'est toujours négatif. Ils perdent toujours, mais ils perdent moins. Et donc, le fait de perdre 1,67 au lieu de 3,58 par an retarde la dialyse de 11 ans. Imaginez l'impact sur la qualité de vie et sur la survie du patient et de sa famille et de son entourage, le coût, etc., de retarder la dialyse de 11 ans. Et vous voyez que la moyenne chez ces patients-là, c'était la moyenne d'âge à 71 ans. Et en retardant de 11 ans, on arrive à 82 ans. Donc imaginez la qualité de vie améliorée entre 71 ans et 82 ans. C'est une phase de l'âge très importante où le patient peut continuer à profiter de sa vie. Il est peut-être retraité, il va faire du sport, il va sortir, etc., au lieu d'être lié à une machine de dialyse. C'est un gain indéniable. Et donc,
Et donc, quelle que soit la stadification, qu'il soit diabétique de type 2 ou pas, ça va persister. Il y a un profil de sécurité. Quand on utilise les inhibiteurs de SGLT2, on fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Au début, on en avait peur. Et finalement, la réalité du terrain nous a montré que l'acidocétose diabétique dont on a peur, vous voyez ici des 0% partout, même le seul 1% que vous voyez était lié au placebo. Donc, je maîtrise le temps, merci beaucoup. Et donc, les infections urinaires aussi, donc c'est très bien. Et donc, je termine pour aller plus loin, parce que je veux toujours vous présenter tout ce qui est de nouveau. Et donc, le Kidney Week, c'est l'événement majeur de la science en néphrologie chaque année. Il vient de se terminer à San Diego, aux États-Unis, il y a 10 jours. Et donc, il y a des données qui vont être publiées, qui ne sont pas encore publiées, que je vais vous présenter en primeur aujourd'hui. Vous voyez ici les différentes études, Credence, DAPA-CKD, AMPA-Kidney, etc., et les patients qui ont été inclus. Et vous reconnaissez le schéma A1, A2, A3 selon l'excrétion urinaire d'albumine, et G1, G2, etc., pour ce qui est du débit de filtration glomérulaire. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle étude. Cette étude-là, entourée en rouge en bas, qui s'appelle DAPA-ADV-KD, c'est-à-dire KD, c'est Kidney Disease, et ADV, Advanced. Donc une maladie rénale avancée. Vous voyez ici que le seuil a été abaissé à 10 millilitres par minute. On n'est plus devant les 20. Et les résultats sont sortis il y a 10 jours. Les résultats, quand on compare les patients qui ont été mis sous dapagliflozine par rapport au traitement qu'ils appellent le traitement intégré, c'est-à-dire amélioration du mode de vie, blocage du système rénine-angiotensin aldostérone, réduction de l'apport en sel, statine quand il le fallait, traitement antidiabétique oral optimisé, etc., insuline si besoin optimisé, etc., intégré, et de l'autre côté, intégré plus dapagliflozine. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ces courbes-là. Je rappelle que ce sont des patients uniquement ayant des maladies rénales chroniques avancées. Et vous voyez qu'au lieu de perdre dans le traitement intégré classique 3,58 ml par minute, on perd 2,37 ml par minute. C'est-à-dire qu'on a gagné chaque année 1,21. Je vais l'exprimer autrement pour terminer, c'est ma conclusion. Quelqu'un qui est à 18 ml par minute, quand on le voit en consultation, vous êtes très proche de la dialyse. S'il continue à perdre 3,58 ml par minute, il sera en dialyse dans 3 ans. Dans 3 ans, on a le temps de se préparer, d'optimiser, de faire la fistule, etc. Si on utilise le médicament jusqu'au bout, et ça c'est ce qui sera possible grâce à cette nouvelle étude, on va gagner 1 année. Vous voyez que même au stade ultime, on peut encore gagner, et c'est quelque chose de très important. Il nous reste une seule case qui n'a pas été cochée. C'est celle du traitement de suppléance. Le patient qui est déjà arrivé en dialyse, est-ce qu'on va continuer à le mettre sous inhibiteur de SGLT2? Parce que les inhibiteurs de SGLT2 protègent contre la mortalité cardiovasculaire aussi. Il y a une étude donc hollandaise qui va sortir l'année prochaine et donc qui est en train de traiter cela. Mais vous voyez que dans cette étude, ils ont déjà inclus 6 patients dialysés, 600 patients dialysés, 600 patients transplantés, etc. Donc, dans le cadre d'études, le médicament est utilisé même au stade ultime. Et c'est ma conclusion. Pour le faire réussir, on a besoin de tous et on a besoin de vous. Ici, cette photo prise il y a quelques minutes nous incite tous à collaborer pour utiliser les traitements. Et c'est une occasion pour moi aussi, encore une fois, de vous remercier pour l'invitation. Merci. Merci, professeur Sqali. Vous avez bien répondu à ma question. Maintenant, à la salle. Les organisateurs m'ont demandé de prendre 2 questions puisque nous sommes en retard. Alors, merci, professeur, pour votre exposé, toujours riche comme à l'accoutumée. Alors, ma question, c'est les inhibiteurs du SGLT2, quand ils sont prescrits au long cours, vous avez dit qu'il n'y a plus d'effet antidiabétique. C'est l'insuffisance rénale. Voilà. Est-ce que leur prise au long cours n'aggrave pas la fonction rénale parce que leur mode de fonctionnement? Ma question, est-ce que la prise au long cours n'aggrave pas la fonction rénale, entre autres? Merci. Merci pour la question très importante. La réponse est clairement non. Et leur prise au long cours améliore
donc la courbe de progression de la maladie rénale, donc ralentit l'altération de la fonction rénale. Je n'ai pas passé un message tout à l'heure, je peux l'ajouter aujourd'hui. Quand on les utilise, au cours des premières semaines, il y a une petite perte, c'est une encoche qu'on voit dans la courbe de la fonction rénale initiale et qui tout de suite, dans les semaines suivantes, va être récupérée. Et au long cours, pour répondre à votre question, on a un bénéfice certain au long cours. Il y a eu une étude publiée la semaine dernière qui a repris certains patients qui ont participé à ces études. Puis, à la fin de l'étude, ils n'ont plus continué l'utilisation des inhibiteurs de SGLT2. Ils étaient là uniquement dans le cadre de l'étude, où ils avaient la gratuité des médicaments, etc. Et dès qu'ils l'ont perdu, ils ont arrêté. Ils les ont revus 2 ans après l'arrêt, et ils ont vu que ceux qui avaient initialement pris les inhibiteurs de SGLT2 ont continué à avoir une courbe meilleure que ceux qui n'en ont jamais pris. Donc, finalement, ce sont des avantages supplémentaires. Désolé, on est très en retard. Dernière question. Je tiens à remercier le professeur Srali pour vraiment cette belle présentation. D'abord, ma question concernant la greffe rénale au Maroc. Oui. Il en est de nouveautés parce qu'on sait que le traitement de choix est adéquat de l'insuffisance rénale terminale et la greffe rénale. Malheureusement, on a un chiffre encore bas. C'est peu développé dans notre contexte marocain par rapport à autres pays, comme par exemple l'Espagne, notre voisine l'Espagne. Oui. Ceci d'une part. D'autre part, j'ai une autre question concernant, bien sûr, les ISGLT2. Les ISGLT2 associés pour la maladie rénale chronique avec les inhibiteurs de système rénine-angiotensine et que vous avez dit qu'il faut taper fort avec dose maximale tolérée. Alors, chez ces gens-là, malgré ils ont une tension artérielle normale, est-ce qu'on peut aller à taper fort pour, bien sûr, sauvegarder le rein? Merci beaucoup. Merci pour ces 2 questions très importantes. Je vous remercierai jamais assez pour la première, parce que la transplantation rénale doit être un cheval de bataille. On a 40 000 dialysés et on transplante 55 patients par an. Donc, c'est négligeable et c'est un très faible espoir pour les patients dialysés, alors que la moyenne d'âge de nos dialysés au Maroc est de 53 ans et demi par rapport à 70 ans en Europe. Donc, on a des patients très jeunes en dialyse. Ils méritent la transplantation. Ils doivent avoir un programme de relance de la transplantation. Les résultats de la transplantation rénale au Maroc, en termes qualitatifs, sont excellents. Les résultats sont comparables aux meilleurs centres, mais en termes quantitatifs, c'est très faible. Et donc, c'est là où on doit s'améliorer. On attend avec beaucoup d'espoir la réorganisation du système. J'ai eu la semaine dernière une discussion avec le nouveau directeur de la Haute Autorité de Santé. Et donc, la prise en charge et la structuration du nouvel élan de la transplantation rénale se fera sous l'égide de la Haute Autorité de Santé avec un programme de relance qui va être annoncé donc, dans les prochaines semaines. J'espère qu'il aura de bénéfices certains. La deuxième question, c'était, oui, l'utilisation chez le patient malgré qu'il soit non hypertendu. Non hypertendu, c'est très rare. Être diabétique et insuffisant rénal avancé, etc., sachant que le rein est très impliqué dans l'hypertension artérielle. Il y aura, par le système rénine-angiotensine, par l'hypervolémie, etc. Donc, c'est très rare d'avoir des patients non hypertendus à ces stades-là. Même au stade précoce, 56% des diabétiques sont hypertendus, donc, quand ils sont diabétiques de type 2, dans la moyenne d'âge des diabétiques de type 2. Mais il y a cette catégorie-là existe et on doit continuer à la dose maximale tolérée. Donc on va vérifier la tolérance et insister sur l'utilisation. On est toujours confronté parfois à des patients qui reviennent nous dire mais le pharmacien ou le vendeur en pharmacie m'a dit donc, que c'était un médicament pour les hypertendus et je ne suis pas hypertendu. D'où l'intérêt de expliquer cela au moment de prescrire pour ne pas être confronté à un problème d'observance. Merci, professeur pour votre exposé qui est riche.